Nous allons commencer avec l'intervention d'Emmanuel Saclade, qui est professeur au Conservatoire national des arts et métiers, et titulaire de la chaire Expression et culture au travail. Il est directeur du laboratoire dispositifs d'information et communication à l'ère numérique en Île-de-France. Ses recherches sont nombreuses, en particulier sur le travail coopératif assisté par l'ordinateur, et autour de ce qu'il appelle, je crois, le même sémétique de transaction coopérative, qui est, si j'ai bien compris, très inspiré par les travaux de Greimas. Je vous donne quelques-uns de ces ouvrages. Ingénierie des connaissances, management des connaissances, modèle d'entreprise, application, documents numériques entre permanence et mutation, pratique et usage numérique, le lab des labs, les labs internes de l'innovation au design, etc. Aujourd'hui, le titre de son intervention est le suivant: raisonner ou penser avec l'intelligence artificielle, un éclairage via la sémiotique des transactions coopératives. Merci Manuel, à toi la parole. Ok, merci Juan, merci beaucoup Maria Giulia. Peut-être un mot pour dire à quel point je trouve la thématique de ce séminaire bienvenue, parce que voilà, bien sûr, tout le monde parle de l'IA générative, mais finalement, on attend beaucoup les sémioticiens, les sciences du langage sur ce sujet, hein, parce que c'est d'abord de la génération de texte, de la génération d'images. Et je pense que là, vous avez réussi quelque chose de très chouette. J'ai écouté un certain nombre d'interventions en vidéo. Elles sont très intéressantes. Il y en a plusieurs à venir qui ont l'air aussi tout à fait intéressantes. Donc, voilà, félicitations pour cette initiative. Merci pour votre invitation. C'est la deuxième fois pour moi. Donc, je vais vraiment vous présenter un travail complètement en chantier. Je suis parti d'un argument que j'avais élaboré lors d'une invitation de Michaela à Nîmes, où ils avaient fait aussi une excellente journée sur, l'IA et la relation avec le travail. Hein, où donc, l'idée, c'est voilà, mais en fait, le prétexte, hein, c'est d'opposer deux manières deux formes d'intelligence, une espèce de le raisonnement versus la pensée. Parce que vous le verrez, pour moi, ces développements de l'IA, c'est beaucoup des analyseurs, hein, de toute une série de phénomènes sociaux, de techniques, de pratiques et autres. Donc, je vous rappelle un tout petit peu l'argumentaire, même si je vais m'en échapper enfin, un tout petit peu. Euh, donc voilà, on est effectivement confronté depuis 2-3 ans là, à la génération avec les LLM, les large language modèles, d'une multiplicité de pseudo-textes savants ou littéraires qui voilà, suscitent beaucoup d'émotions, hein, et donc, alors d'images également d'ailleurs, hein, puisque vous êtes aussi des spécialistes de la sémiotique de l'image. Mais justement, face à cette émotion, il me semble que c'est alors cette émotion qui est provoquée par les expériences directes du logiciel, mais aussi, comme on le verra beaucoup, par les discours d'escorte qui l'accompagnent, ça nous offre aussi l'occasion, nous, chercheurs en sciences humaines et sociales, de se reposer la question des discours. Hein, vous savez, la fameuse opposition entre langue et discours dans la théorie de l'énonciation, dans leur relation aux activités individuelles et collectives. Hein, parce que moi, je suis professeur en sciences de l'information et de la communication, donc ce qui m'intéresse, ce sont les activités communicationnelles. Et vous le verrez, j'y reviendrai à plusieurs reprises. Je ne vous parle pas en linguiste, hein, même si je pense que dans les sciences de la communication, on a besoin de coopérer avec les linguistes. Et donc, dans la suite de mon argumentaire, hein, je revenais à ces fameuses interpellations qui étaient très fréquentes dans les années 70. Hein, on disait, mais d'où parles-tu, camarade? C'est-à-dire, finalement, quelle est la légitimité de ta prise de parole, hein, à quelle classe sociale appartiens-tu? Et c'est finalement quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'approches pratiques de la communication, hein, comme dans la communication non violente, on insiste sur le fait qu'il faut partir de son ressenti, de sa vision, pour ne pas voilà, agresser l'interlocuteur. Mais finalement, voilà, ça me rappelle aussi que, au moins dans la perspective que je développe, alors je ne sais pas s'il faut dire qu'elle est pragmatique, on reviendra sur cette notion. Hein. Moi, je m'inscris dans un paradigme de pragmatisme en sciences humaines et sociales, mais je ne suis pas très heureux avec la façon dont on définit la pragmatique aussi dans les sciences du langage. Mais en tout cas, ça nous permet de rappeler que le sens d'un discours ou sa signification ne peuvent pas être dissociés
du contexte transactionnel. Alors aussi, beaucoup a été écrit sur le contexte en sciences du langage ou dans d'autres disciplines, et que ce contexte transactionnel, il est ancré dans des expériences corporelles, dans des expériences sociales, et voilà, on ne peut pas analyser le contexte sans prendre en compte ces expériences. Alors, c'est des choses que dit la théorie de l'énonciation pour partie, mais c'est bien sûr des choses qui sont très présentes dans la pragmatique conversationnelle avec les notions d'interaction, d'interprétation, de réciprocité dans les analyses des séquences conversationnelles. Et donc, voilà, moi, je vais vous proposer, à travers ce cadre d'analyse de la coopération médiatisée, notamment par des langages, qu'est la sémiotique des transactions coopératives, de questionner qu'est-ce qui se joue dans la production de ces pseudotextes, voilà, avec bon, voilà, une idée que j'avais envie de défendre, mais finalement, ça va être un peu marginal dans l'économie globale de ce que je vais vous dire là, qui est que, en fait, cette façon qu'ont les logiciels d'IA de raisonner, avec plein de guillemets, bien entendu, euh, peut faire, enfin, de raisonner de façon un peu hors sol, et pas de penser, ça va être tout le point de ma discussion, finalement se retrouve aussi chez beaucoup de nos contemporains, et que finalement, on pourrait voir ces performances intéressantes de l'IA comme un analyseur de formes de communication qui sont elles-mêmes assez creuses. C'était un peu ça l'argumentaire de mon texte. Alors, je rentre maintenant dans ma présentation. Donc, j'ai vu que la plupart des exposants, des personnes qui présentaient là, ce séminaire, se positionnaient par rapport à l'IA. Et ça me semble tout à fait, enfin, par rapport au nouveau développement de l'IA générative, là, ça me semble tout à fait légitime parce qu'effectivement, cette surprise, cette émotion est présente à différents niveaux. Et donc, je vais le faire moi aussi, en vous disant qu'est-ce que je trouve pas gênant, enfin, et puis ce qui me gêne dans les développements de cette IA générative. Alors, ce qui, de mon point de vue, n'est pas gênant, c'est l'ensemble des innovations techniques, ma foi, à la fois amusantes, exceptionnelles. Enfin, bon, moi, j'ai un côté geek, comme beaucoup d'entre vous, et de ce point de vue-là, c'est chouette de pouvoir jouer avec ces outils, de voir leurs performances syntaxiques fantastiques. Voilà. Donc, il n'y a aucune raison finalement voilà, d'avoir une espèce d'avis péjoratif vis-à-vis des développeurs qui s'amusent avec ces technologies et qui, bénéficiant de la masse extraordinaire de données qu'offre le web, nous proposent aujourd'hui des générateurs très, très, très puissants. Alors, ce qui est plus gênant se situe sur deux points. Le premier point, c'est, alors ça c'est vraiment une réflexion méta, c'est que quand même des milliards d'argent investis dans le développement de ces logiciels pour être mieux investis dans le contexte voilà, de la crise socio-écologique dans lequel nous sommes. Je veux dire, je pense qu'on pouvait un peu attendre pour investir des milliards dans les puces de Nvidia, dans les logiciels, alors que l'agriculture est en crise, on doit réformer nos systèmes de transport. Voilà. C'est une espèce de première voilà. Et en fait, ça va très vite être connecté à mon deuxième argument un peu critique, qui est que ce qui est problématique, ce n'est pas tant les usages qu'on va faire tous de ces logiciels professionnels ou ludiques, c'est les discours d'escorte qui accompagnent ces usages. Et là, ces discours d'escorte, ils ne sont pas du tout, là par hasard. Enfin, je veux dire, j'ai vu qu'il y avait par exemple Alberto, que j'aime beaucoup par ailleurs, qui travaille par parler de l'imaginaire. Moi, je ne suis pas du tout en ligne avec cette référence à l'imaginaire quand on parle d'IA. Quand on parle d'IA, on est d'abord, comme avec l'industrie pharmaceutique, comme avec toute une série on est d'abord face à des procédés de fabrique de l'ignorance délibérés des industriels, et qui investissent. Vous savez, la grande différence entre ce qu'on appelle le complotisme et la fabrique de l'ignorance, c'est que le complotisme, c'est les fausses nouvelles des pauvres, et la fabrique de l'ignorance, c'est les fausses nouvelles des riches, c'est-à-dire c'est les industriels qui intoxiquent en permanence le débat. Vous savez sans doute que dans la Silicon Valley, les marketeurs s'appellent des évangélistes. C'est-à-dire que c'est vraiment question de provoquer de façon, avec des milliards, encore une fois, enfin des millions et des millions de dollars, de provoquer des représentations qui vont nous faire considérer que ces technologies sont
absolument inévitable. Alors, soit on joue les effrayés en disant «Ah mon Dieu, j'ai très peur», voilà. Soit on dit «C'est vraiment génial», mais en fait, c'est ce même discours de «There is no other way». Voilà, on ne peut pas faire autrement et on nous dit que les transformations sociétales, les transformations dans le travail vont être aussi colossales. Alors ça, c'est très problématique, hein, et dans le fond, heu, finalement, c'est beaucoup, contre ça que, je m'inscris et une partie de mon argumentation est liée à cette problématique. Ouais, pour vous donner 2-3 exemples, hein, mais vous les avez tous en tête là. Moi, j'ai une collègue qui est par ailleurs une bonne collègue, hein, qui s'appelle Cécile Desjous, qui est professeure en ressources humaines. Là, elle vient de sortir un post sur le célèbre, réseau LinkedIn, qui s'appelle «Quelle est la valeur humaine du travail à l'heure de l'IA?» et qui conclut par, si demain l'humain devenait le luxe du travail?» C'est-à-dire, bon, pour moi, c'est d'abord, c'est bête, hein, bon, elle ne prend pas forcément à son compte, elle pose des points d'interrogation, hein, mais je veux dire, c'est 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 idiot, mais c'est surtout très dangereux. Parce que quand vous êtes en train de négocier votre augmentation de salaire ou votre poste, parce que vous êtes un conseiller dans un centre d'appel et qu'on vous dit, mais tu sais, ta valeur n'a aucun travail, regarde ce que font les IA génératives. Là, je veux dire, il y a des conséquences très lourdes, hein, pour toute une série de malaises qui sont introduits dans le monde du travail et dans toute une série d'univers. Euh, ouais, un autre exemple, bon, excusez-moi pour les anecdotes, hein, mais hier soir, là, une adolescente qui vient de passer son bac blanc d'anglais à l'écrit, elle a le choix entre deux textes, un texte de Zuckerberg et un texte d'Elon Musk sur l'IA. Zuckerberg disant à quel point c'est fantastique les technos d'IA, Musk faisant semblant de s'en offusquer alors que lui-même les développe. Voilà. Et on leur dit à la fin, choisissez quel argument pour qui vous êtes, Zuckerberg ou alors. Elle, la malheureuse, elle dit, mais les deux sont tout aussi idiots. Mais si je réponds ça, je vais être hors sujet, je vais avoir une mauvaise note. Donc, vous voyez, il y a une espèce voilà, d'envahissement social par ces représentations qui sont encore une fois pas de l'imaginaire au sens qui sont de l'idéologie pure et simple, hein, de l'idéologie industrielle. Et derrière, on va regarder les cours en bourse de Nvidia là, qui fait des puces qui servent à tous les programmes d'IA, qui tirent actuellement toutes les bourses mondiales, hein. C'est-à-dire que là, les effets sont sont très. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est de considérer que ces technologies d'IA sont des analyseurs de beaucoup de choses en vérité. Euh, euh, oui, peut-être, c'est ça, hein. Bon, alors finalement, vous voyez, de l'idée, alors c'est un point sur lequel je reviendrai à plusieurs reprises, mais l'idée que finalement, dans la production de textes, s'exprime le meilleur de l'intelligence, hein, et en fait, on pourrait le connecter à toute une série d'autres visions, par exemple les idéologies méritocratiques qui s'appuie sur une glorification de la culture générale et d'excellence dans les concours. Bon, c'était très drôle de voir que c'est Sciences Po, le seul établissement qui a interdit ChatGPT, comme si là, tout d'un coup, on touchait alors, bon, euh, une certaine vision de l'intelligence comme une propriété intrinsèque des agents, des cerveaux, des programmes, une vision des hiérarchies professionnelles dans lesquelles ce qui compte le plus finalement, et là ce qui trouble vraiment les gens, c'est que tout d'un coup les travailleurs intellectuels vont être menacés parce que finalement, vous savez, le rédacteur est au-dessus dans les catégories de la fonction publique, au-dessus de l'agent de catégorie C qui est en train de jardiner, quoi, hein. Donc il y a, et puis finalement aussi un analyseur de toute une série de théories de l'intelligence et de la communication, et aussi des théories linguistiques sur lesquelles elle s'appuie. Parce qu'en fait, voilà, une grande partie de mon argumentation, ça va être une forme de critique. Alors, j'ai pas bien réfléchi au terme, enfin, disons du textualisme, qui me semble présent dans un grand nombre de travaux de sciences du langage, hein, y compris des travaux que j'adore, comme ceux de Rastier, comme ceux de la sémiotique de Paris et de Limoges, hein, donc, par exemple, de Jacques Fontany. Finalement, dans ma vision de la sémiotique des transactions coopératives, il y a une critique du textualisme. Donc, par rapport au travail, hein, juste aussi un petit texte que j'ai écrit où je faisais une analyse des chiffres catastrophiques. Vous savez, il y a un rapport de Frey et Osborne aux États-Unis qui avait annoncé un nombre colossal de pertes d'emplois liées à l'IA, pour vous dire à quel point c'est faux, hein, tout simplement. C'est-à-dire à quel point c'est vraiment de l'idéologie promue par les industriels du numérique, qui par ailleurs nous apportent des choses très confortables, hein. Il ne s'agit pas d'un discours complètement anti-numérique ou anti-industriel ou anti-capitaliste, mais voilà, ils ont toujours des tendances à.
Et donc, dans ce rapport, qui avait été repris d'ailleurs par le Conseil d'orientation pour l'emploi, on nous annonçait des pertes d'emplois considérables dans certains emplois, et notamment les emplois d'agents d'entretien. Parce que, soi-disant, voilà, et en fait, non seulement ça n'a pas eu lieu, mais ça a été quasiment l'inverse qui s'est passé. Et donc, si on ne fait pas trop confiance aux économistes et qu'on regarde le travail avec des méthodes de sciences humaines et sociales, comme peuvent le faire des ergonomes, des sociologues, des chercheurs en sciences de l'information et de la communication, on se rend bien compte qu'il y a une richesse considérable dans ces travaux qu'on appelle le facilities management, et on voit bien à quel point voilà, pas donc, ces prévisions sont faciles à contredire euh, si on regarde dans le détail le travail et non pas qu'on a des approches économicistes de l'emploi. Alors, donc, je vais en venir à cette présentation schématique de l'opposition entre raisonnement euh, et, euh, et pensée. En gros, qu'est-ce qu'on appellera ici raisonnement de manière conventionnelle, hein? C'est des dénominations qui ont une valeur locale, parce que bien sûr, on pourrait penser à la raison d'un point de vue philosophique. Ce n'est pas de ça dont il est question dans mon opposition entre raisonnement et pensée. On appellera raisonnement une performance qui est focalisée sur des tâches locales, déterminées de manière extrinsèque, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre qui détermine un but, des contraintes, et qui vont être et cette performance, la réussite de l'atteinte du but va être appréciée de manière unidimensionnelle. Et en fait, cette approche du raisonnement, bah, on la trouve dans beaucoup de disciplines. Elle est très présente dans différents secteurs de l'informatique, hein, avant même les LLM. On a par exemple le cas des raisonnements en logique formelle, hein. Moi, j'ai fait de l'IA à l'époque des systèmes experts, hein, donc les bases de règles, c'était de la logique formelle, c'était du modus ponens, c'était des propositions avec des valeurs de vérité. Et ça, c'était appuyé, hein, par des théories du raisonnement liées au cognitivisme computationnel, hein, qui ont été pas mal réfutées. D'autres techniques, et donc elles sont très mobilisées dans les programmes informatiques. D'autres types de raisonnements que l'on trouve, ben, les raisonnements statistiques et probabilistes classiques, hein, qui sont utilisés par beaucoup de programmes, qui interviennent. On associe différents modules, hein. On peut avoir des modules probabilistes avec des modules de raisonnement logique formel, et qui sont par exemple portés par toutes les théories du raisonnement dans l'économie comportementale, hein, les travaux de Cherki et tout ça. Voilà, on nous explique que l'intelligence est faire des probabilités sur. Et puis on a bien sûr tous les raisonnements connexionnistes, hein, basés sur l'utilisation des réseaux de neurones, hein. Alors l'épistémologie est probabiliste, mais les axiomes ne sont pas du tout probabilistes, hein. C'est d'autres techniques qui sont mises en œuvre. Et là, on va trouver des supports, enfin, des appuis dans certaines théories de neurosciences. Et dans les développements récents des LLM, des larges langages modèles et de la génération de texte, on va s'appuyer, hein, l'origine finalement de ces résultats extraordinaires, c'est la sémantique distributionnelle qui a été augmentée par les réseaux de neurones, qui rend possible cette compréhension et cette génération de texte syntaxique quasiment parfaite. Et ben ça aussi, c'est une forme de théorie contre laquelle on va un peu polémiquer. La sémantique distributionnelle, la sémantique textuelle. Hein, vous savez que Ratier parle de sémantique interprétative. Alors, bien sûr, il dit non, ce n'est pas seulement distributionnel, il faut un élargissement morphosyntaxique. Mais néanmoins, pour moi, ça reste encore des familles de raisonnements qui sont assez enfermés dans le textualisme dont on va. Et l'idée est donc euh, d'opposer le raisonnement à la pensée, qui est donc une approche bien plus holistique de la performance de l'intelligence, hein, qui est toujours accompagnée d'un développement individuel et collectif, et dont on trouve des traces dans d'autres cadres théoriques, d'autres disciplines, hein. Par exemple, si vous vous intéressez à la psychanalyse, vous pourrez lire la théorie de Bion, hein, qui nous explique que la pensée, c'est la production d'éléments alpha par la conscience par rapport à des émotions qu'on n'arrive pas à contenir, qui sont les éléments bêta. Vous pourrez lire des sociologues comme Argyris Session qui vous expliquent que la pensée, c'est un travail réflexif, toujours en lien avec une pratique.
vous aurez bien sûr les références qui sont les miennes, hein, donc la pensée comme un processus d'enquête avec Dewey, comme une transaction entre un organisme et un environnement. Donc, vous voyez, là, on plaide, en fait, hein, pour lutter contre ces fameux discours d'escorte, pour lutter contre la dévalorisation, la décrédibilisation de certaines formes de pratiques, de certaines formes d'existence quotidienne. Eh bien, on va plaider pour une définition de la pensée. Euh, on opposera au raisonnement, qui est une forme donc, de discours dans un contexte très appauvri. Euh, voilà, donc je vais maintenant introduire la sémiotique des transactions coopératives rapidement, en vous expliquant un peu quelles sont ses origines. Et parmi les origines, il y a effectivement les travaux de Grémas, et puis mes lectures de ces continuateurs, dont Jacques Montagnier et autres, mais elle a d'autres sources. Et en fait, mon effort, pourquoi j'ai un peu souffert dans la préparation de cet exposé, c'est que par rapport à l'exposé que j'ai fait à Nîmes, j'ai essayé d'approfondir la spécificité un peu de la STC par rapport à d'autres travaux de sémiotique et de sciences du langage, ce qui est donc assez nouveau pour moi. Donc, vous savez que dans le pragmatisme, dans les sciences humaines et sociales, hein, il y a 4 grands auteurs qui sont James, Mead, Peirce et Dewey. Moi, je suis rentré par Dewey, mais en réalité, j'ai une affinité très forte pour George Herbert Mead, hein, le fondateur de la psychologie sociale. Et finalement, on pourrait dire que la sémiotique des transactions coopératives n'est qu'une prolongation, hein, enfin, de l'approche de Mead, pour qui penser, hein, parce qu'on est parti sur la question de la pensée, c'est entretenir une conversation de gestes intériorisés, et pour qui la pensée est rendue possible par la transformation des gestes vocaux en symboles significatifs. Et ce que nous dit Quéré, hein, il y a vraiment beaucoup de textes très précieux de Quéré sur Mead, hein, qui sont en ligne, c'est que ce qui rend vraiment original l'approche de Mead, c'est son approche social behavioriste. Hein, donc, alors, il faut faire très attention au terme de behaviorisme. Hein, vous savez, il y a le behaviorisme de Watson qui a donné lieu au nudge, enfin voilà, hein, donc, qui est très réducteur, très. Et puis, il y a la façon dont les pragmatismes parlaient de behaviorisme, hein, qui est finalement une façon de parler de la pratique tout simplement et de l'activité. Et chez Mead, on est toujours social behavioriste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de comportement qui n'ait pas son origine dans les interactions sociales. Donc, l'idée que la conversation est une conversation de gestes et d'attitudes et que la pensée, comme l'intelligence réflexive, relève toujours de l'internalisation de processus d'organisation de la conduite étayés sur le mécanisme social de la communication. C'est ça qui est au cœur de la vision de Mead et c'est ça que je reprends donc dans la STC. Alors, peut-être quelques éléments de vocabulaire parce que je vais les réintroduire par la suite. Hein. Donc, moi, j'ai aussi découvert finalement, redécouvert Grémas, dont j'avais entendu parler dans mes études, en fréquentant ce qu'on appelle l'école de Montréal en communication des organisations, hein, qui est très connue en sciences de l'information et de la communication, où c'est des auteurs, alors c'est James Taylor, non, Jim Taylor et François Coren, hein, qui sont un peu les leaders de cette école. Alors, Jim Taylor est décédé récemment. Et finalement, il mobilisait toute une série de travaux, alors à la fois en sociologie, mais aussi en sciences du langage, pour rendre compte du fait que la communication était constitutive des structures organisationnelles. Hein, et notamment dans les premiers travaux de Coren, il y avait référence à Grémas. Bon, puis ensuite, ils sont devenus amoureux de Bruno Latour, ce qui, de mon point de vue, les fait retomber dans un certain textualisme, même si Pierre Bellet, qui nous écoute, m'explique bien que Latour, par ailleurs, dans d'autres textes, se défend d'avoir cette posture, mais je crois que les gens qui aiment l'acteur réseau, malheureusement, sont un peu dans cette veine. Et donc, je m'appuie sur leur approche qui distingue les transactions, qui sont un peu la structure, alors en particulier la structure narrative et conversationnelle, hein, de l'échange, des conversations,
qui sont la manière dont finalement vont se dérouler, alors dans les termes de la STC égale sémiotique de transition coopérative, il y a conversation quand on a un dispositif d'accès à la conversation. Hein. Par exemple, on n'a pas la même conversation selon qu'on est médiatisé par Teams ou dans une salle, ou en fonction du temps, de l'espace, du caractère synchrone et asynchrone, avec cet effort qui chez moi est constant et qui dans le fond va être une différence à la fois avec, pour le coup, les approches, enfin en partie les approches de Montréal, mais surtout beaucoup d'approches en sciences du langage, de ne jamais faire de coupure entre la communication en présentiel et la communication médiatisée par des écrits, par des supports d'écriture, hein, parce que dans mes travaux, j'ai aussi beaucoup réfléchi sur la théorie du document. Et je pense que nous, en travaillant, alors peut-être dans les sciences du langage, ça a du sens, et ça a du sens hein, de distinguer l'oralité de l'écrit, mais nous, ce sont des moyens de communication qui sont dans une continuité, et si on veut avoir des théories de la communication complètes, bah, il faut arriver à rendre compte des deux. Hein. Donc, les conversations, elles sont aussi bien orales et en face à face que médiatisées par les écrits. Et bien entendu, à l'époque des réseaux sociaux numériques, ça prend une actualité encore plus importante. Donc, autre élément effectivement qui m'a beaucoup inspiré, ça a été la réappropriation du parcours narratif, mais que j'ai interprété de manière dialogique et dont je vais même aujourd'hui vous proposer une déclinaison compatible avec, enfin même subvertie par l'analyse conversationnelle. C'est-à-dire que, alors dans le schéma, alors je vais vous le présenter, j'espère que je réapparaîtrai ensuite par la suite. Euh, Partager, mettre ici, hein. Vous voyez? Ouais. Alors moi je vois pas, c'est pas grave. Mais Vous voyez, bon, vous voyez, c'est bien. Parce que j'ai quelque chose là. Donc, vous voyez, en fait, on a différentes. Enfin, la façon dont je représente, d'abord graphiquement, moi je pense beaucoup avec des schémas et des images, même si je n'ai pas eu le temps d'en faire des spécifiques, mais devant moi, là, j'ai plein de post-it en fait. Donc, oui, les différentes phases, alors que j'ai reformulé, au lieu de manipulation, j'ai utilisé engagement, compétence, performance et bilan. Bah, finalement, je les représente comme relevant toujours d'une forme de dialogue entre des actants. Hein. Alors, le terme d'actant, pour moi, alors à la fois plus restrictif et plus riche. Hein. C'est-à-dire que, mais je crois que Jacques Montagnier aussi utilise le terme d'actant maintenant. C'est des actants symboliques, c'est-à-dire que ce n'est pas une vision syntaxique de l'actant. Pour moi, il y a vraiment une séparation assez stricte entre les vivants, hein, donc en l'occurrence là, plutôt des humains, et les artefacts médiateurs qui sont des objets ou des machines. Hein. Ça fait partie justement de la perspective pragmatiste qui, de mon point de vue, est, vous savez, assez naturaliste. Hein. C'est-à-dire que fondamentalement, dans les sciences humaines, on étudie comment des organismes vivants, à l'aide de la culture, à l'aide du langage, habitent la Terre, créent des artefacts, et à aucun moment on ne prend au sérieux une forme de symétrisation entre ces artefacts et le vivant. Hein. Donc, c'est la même chose dans la STC. Donc, quand je parle d'actants, ce sont des actants symboliques qui sont toujours, alors individuels ou collectifs, hein, c'est-à-dire qu'on peut pister bien sûr les énoncés faits par des porte-paroles d'un collectif, ça va être très important. Mais la chaise ne devient pas un actant parce qu'elle est sujet d'un verbe, quoi, hein, comme ça peut être le cas dans certaines interprétations de cette notion. Donc, la phase d'engagement, là, vous voyez, entre deux positions actentielles, celle de commanditaire qui formule une demande et celle d'entrepreneur qui réalise une offre. Alors, on ne sait pas qui a l'initiative de l'action. Hein. Tantôt, c'est l'entrepreneur qui veut proposer des offres au commanditaire, tantôt, c'est le commanditaire. Voilà. Ensuite, la phase de compétence elle-même, c'est un dialogue hein, entre un entrepreneur et un réalisateur. Hein. Donc là, vous pouvez penser aux très nombreuses situations dans lesquelles voilà, vous êtes confronté à des gens qui sont les représentants d'organisations, d'entreprises qui agissent au nom de… Bon, donc, c'est des dialogues porteurs de compétences. Et donc, vous voyez, à chaque fois, il y a des artefacts médiateurs qu'on va qualifier selon leur fonction dans le parcours transactionnel ou le parcours narratif. Hein. Donc, on a des artefacts médiateurs engageants quand on est dans la phase d'engagement, des artefacts médiateurs capacitants dans la phase de compétence.
Puis ensuite, on a le dialogue au cœur de la performance entre le réalisateur et le bénéficiaire, avec l'artefact médiateur porteur de valeur. Et puis, on termine par un dialogue entre le bénéficiaire et le commanditaire, avec des artefacts médiateurs évaluatifs, donc évaluation et reconnaissance, hein, les deux étapes. Et alors, ce qui est très important pour moi de dire tout de suite, c'est que dans la perspective médienne qui est la mienne, ces acteurs symboliques peuvent être des personnes différentes ou la même personne. C'est-à-dire que dès que soi-même, on s'engage dans une action un peu structurée, enfin, un minima planifié, eh bien, en réalité, on est dans cette forme d'intériorisation d'un dialogue avec soi-même en occupant ces différentes positions dans le déroulement de l'action et donc dans la pensée, même si on n'a pas quelqu'un en face de nous. Alors, ce que j'ai fait et qui est un peu nouveau, là, c'est la suite, c'est que, oui, alors, dernier point, parce que j'introduisais la SPC, là, on défend aussi l'idée d'une approche ternaire ou triadique de la performance des transactions, en considérant que toute transaction, elle a un triple but. Elle a un but de création, hein, donc elle produit une œuvre, un artefact porteur de valeur. Hein, donc moi, je préfère la métaphore de la production à celle de l'échange, qui était un peu dans le programme narratif initial. Et donc, cette œuvre, hein, elle peut avoir un caractère. Alors, moi, je fais une différence entre mais je ne rentre pas dans les détails, entre les artefacts objets et les artefacts, c'est peut-être pas très heureux, médiums, qui sont en fait des supports de langage. Hein, parce qu'effectivement, les artefacts médiateurs dans les transactions interpersonnelles, elles sont très souvent basées sur des langages. Ce n'est pas tout à fait pareil d'utiliser un document avec un écrit ou le support de la voix que d'utiliser une chaise ou même si les deux ont une valeur sémiotique, bon, voilà. Mais en tout cas, ils ont des spécificités différentes. Donc, ça, c'est la création, production des œuvres. La performance, c'est aussi un processus de subjectivation, donc de développement des selfs individuels et collectifs. Et ça, c'est voilà, c'est tout à fait concomitant et tout à fait indissociable du processus de création. Et enfin, avec la même importance, c'est un processus de territorialisation, c'est-à-dire que c'est un processus d'appropriation d'un milieu dans lequel l'échange a lieu. Et alors, quand on regarde la performance du point de vue du milieu, on a en général une temporalité un peu plus importante qu'on va prendre en compte parce que on est typiquement dans un aménagement d'espace. Là, par exemple, le milieu des conférences de la maison Sugère, en fait, est aussi une performance du séminaire à part entière. Dans ce milieu, il y a aussi la documentation, l'enregistrement des vidéos. Il y a, voilà, hein, et donc, finalement, les performances du séminaire, ce n'est pas simplement la parole de l'orateur à un moment donné, c'est bien sûr les transformations liées au réseau, aux communautés qui se créent à l'occasion des rencontres, mais c'est tout aussi bien la dimension documentaire et logistique qui se met en place. Donc voilà, ça c'est les points sur lesquels que je voulais évoquer. Et maintenant, j'en arrive à première nouveauté quoi, dans les réflexions que j'ai effectuées pour préparer aujourd'hui, c'est de me dire, mais dans le fond, puisque je n'arrête pas de parler, enfin, puisque j'ai une interprétation conversationnelle du programme narratif, du programme transactionnel, pourquoi n'irais-je pas voir du côté de la pragmatique de l'analyse conversationnelle, hein, vous savez sûrement, si vous avez des sciences du langage, que donc, dans ce qu'on appelle la pragmatique, de mon point de vue mal nommé, j'y reviendrai tout à l'heure, pragmatique, donc deux sens, hein, philosophie pragmatique d'un côté et puis pragmatique dans le sens du langage. Il y a deux grands courants, celui des actes de langage, hein, qui est quand même plus philosophique de mon point de vue, et un autre courant qui est celui de l'analyse des conversations, alors qui lui, pour le coup, est vraiment ancré dans des analyses très concrètes des interactions. Et en fait, je me dis que mon interprétation du parcours narratif, alors même que le parcours narratif vient complètement d'une tradition textualiste, n'est pas du tout incompatible avec une vision en termes d'analyse de la conversation. Et d'ailleurs, je me disais, je n'ai pas eu le temps de creuser cette histoire, hein, que probablement, puisque Propt fait partie des sources d'inspiration, bah, quand Propt s'intéressait à des récits, c'était sûrement très largement des récits oraux
et que d'ailleurs, le contenu même de ces récits, c'était probablement des conversations également. Hein, donc, finalement, petit à petit, on en arrive à des corpus qui sont complètement textuels, mais qu'il n'y a pas d'opposition nécessaire entre les deux. Voilà. Donc là, je vous représente le schéma, le programme transactionnel qu'on a vu tout à l'heure, sous la forme d'un dialogue très très simple où quelqu'un demande sa route pour un passant. Hein. Donc voilà, on va avoir la phase d'engagement. Bonjour, savez-vous où est la place de la nation? Donc ça, c'est le commanditaire. L'autre dit oui, attendez, j'ai mon portable, c'est l'entrepreneur. Ensuite, alors là, finalement, bon, l'entrepreneur va devenir lui-même réalisateur, donc il va dire, je ne sais pas si vous arrivez à lire mon dialogue, peut-être pas, sinon je l'ai là, un peu circulé, mais alors il va dire, ah oui, alors il faut que je trouve mon portable, voilà, j'ouvre Google Maps. Là, donc vous voyez, on est dans la phase de compétence, hein, donc il parle tout haut, mais il se parle à lui-même, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'entrepreneur qui assume la commande d'une certaine façon va se mettre en condition d'acquérir les compétences pour la réaliser. Alors, s'il est avec son ado, il pourrait dire à son ado, tiens, s'il te plaît, est-ce que tu peux regarder sur ton portable, hein. Donc là, on aurait une dissociation entre les deux acteurs. J'en ai pas fait beaucoup, hein, 4 ou 5, je vous laisse comme ça. Excusez-moi. Mais donc, sinon, si j'arrivais à grossir, je pourrais peut-être attendre un peu grossir mon image, comme ça, vous le liriez sur. Pourquoi je ne vois pas le. Je vois pas là. Bon, je vois pas. Je vois pas. Non, je vais pas me lancer. Ah, si, il est là. Voilà, regardez, je le grossis. Là, vous lisez. Vous voyez? Donc voilà, on a la phase d'engagement. On a la phase de compétence, voilà, où il va chercher son portable. On a la phase de performance. Hein, donc, le réalisateur dit, voilà, alors vous allez prendre à gauche dans cette direction. Le bénéficiaire dit, au niveau de la pharmacie, oui, je crois que c'est ça. Donc là, on est dans la performance. Et puis, comme toujours, vous savez, quand on fait des analyses de conversation, il y a toujours une phase, je ne sais plus quel terme ils disent, enfin, d'ouverture, de développement et de clôture. Hein. Donc, si vous voulez, là, finalement, la seule chose qu'on a de spécifique, c'est que la phase de développement est décomposée en compétences et performances. On retrouve tout à fait la clôture, donc qui serait le bilan. Merci beaucoup, très bonne journée, bon, avec plaisir. Oui, donc en fait, c'est ma première tentative que je vous montre aujourd'hui de connecter, enfin de montrer comment on pourrait avoir une approche également en partie narrative de l'analyse conversationnelle, quoi. Alors, je reviens à ma présentation parce que la deuxième chose, ça va être mon deuxième gros développement, puis je vais conclure. J'ai encore un peu de temps. D'accord. Mais là je vais travailler un peu aussi sans filet, non? D'accord, merci. C'est que, en fait, donc dans mes activités d'exploration de la production linguistique qui pourraient m'être utiles dans le courant du paradigme pragmatiste en sciences humaines et sociales, je suis tombé de manière un peu fortuite, en réalité, je ne m'explique pas pourquoi, sur les travaux de Charles Maurice, hein, que vous connaissez tous en sciences du langage, puisque c'est lui qui a développé cette fameuse approche triadique, pragmatique, sémantique, voilà, sur lequel on va revenir, qu'on va également critiquer. Et parce que finalement, ces questions quand même de signes, d'interprétants, d'actants, interprétants, interprètes, actants, tout ça, c'est des choses qui pour moi n'étaient pas complètement clarifiées, bon, sur lesquelles j'essaie de clarifier, mais c'est encore un travail en chantier. Et chez Maurice, ce qui est très intéressant, c'est que lui-même, il est midien, hein, il est très inspiré par Mide dans son approche comportementale en fait de la sémiotique. Et ça m'a pas mal aidé pour avancer dans les définitions dont je vais avoir besoin par la suite. Et notamment, pour quand même faire un peu des liens avec l'IA, hein, parce qu'on va en conclusion, ce ne sera pas très long, se poser quand même la question de la performance des textes générés par les IA et toujours de la critique des discours performatifs de la soi-disant intelligence des IA qui n'est en fait que du raisonnement confiné. Je pense que j'avais aussi un peu à l'esprit l'idée que cette performance pouvait être
analysé selon différentes dimensions, hein, qui auraient pu être pragmatique avec des guillemets, sémantique avec des guillemets, ou syntactique, ça c'est le terme de Maurice, hein, qui est plus large que syntaxe, aussi avec des guillemets. Donc voilà, c'est toutes les raisons pour lesquelles on va faire un détour par, par Charles Maurice. Et on va aussi le critiquer, parce que finalement, je me suis rendu compte que, bah, dans le fond, il n'était pas assez midien, il n'était pas assez relationnel non plus dans sa vision pragmatique du signe. Hein, donc, quelques définitions. Pour rappel, hein, donc la sémiosie, c'est une prise de connaissance médiatisée. Les médiateurs sont les véhicules du signe. Les prises de connaissance sont les interprétants. Les agents du processus sont les interprètes. Ce dont on prend connaissance, ce sont les désignata. Donc, un chien répond à un certain son, donc un signe, hein, un véhicule du signe, par un type de comportement, c'est l'interprétant, qui implique un désignata qui est pour lui la chasse aux écureuils. Voilà. Donc, un voyageur va se préparer à se comporter d'une certaine façon. C'est un interprétant, hein, cette attitude, cette façon d'agir, cette pratique, pour aller dans une certaine région géographique, ce serait donc le désignata, en vertu de la lettre qu'il a reçue d'un ami. Donc, la lettre, là, ce serait le signe. Voilà. Alors, vous voyez, finalement, hein, dans cette affaire, notre ami Maurice, bah, il reprend des situations où les gens sont seuls, quoi. Alors même qu'il a bien la lettre de l'ami, il y a bien le maître du chien, mais il les a oubliés dans sa définition de sa sémiotique et de ses catégories. Donc du coup, donc fidèle à ma vision midienne et mon approche coopérative de la sémiotique, j'ai essayé de les réintroduire en reformulant. Bon, j'espère que ça ne va pas être trop difficile à suivre, hein, en reformulant les propositions de Maurice dans les termes de la STC. Hein, alors, par exemple, dans la façon dont c'est un article, hein, l'article de Maurice, on le trouve en ligne. Après, il y a un livre super en anglais, mais une traduction très claire de ce dont je vous rappelle, je peux donner les liens. Alors, il nous dit donc, une chose n'est un signe que parce qu'elle est interprétée comme le signe de quelque chose à venir, donc le désignatum ou le référent. Ah oui, non, mais ça, c'est déjà ma définition. Non. Une chose n'est un signe que parce qu'elle est interprétée comme le signe de quelque chose d'autre par un interprète. Une prise de connaissance de quelque chose n'est un interprétant que si elle est évoquée par quelque chose qui fonctionne comme un signe. Un objet n'est un interprète qu'au moment où il prend connaissance de quelque chose d'une façon médiate. Donc voilà, c'est une approche behaviorale, enfin, disons, on va dire, oui, orientée par l'activité des considérations purséennes qui sont beaucoup plus métaphysiques, ontologiques et autres. Et alors, du coup, comment je le reformule dans le cadre de la sémiotique des transactions coopératives? Alors, pour faire ça, j'utilise la notion, ça c'est dans mon dernier texte là, qui est sur Kern, où je discute la pragmasémiotique versus les dispositifs. J'utilise la notion de valeur sémiotique euh, que j'emprunte donc à Saussure. Alors j'espère que pour vous, mes emprunts, vous savez, moi je suis un bricoleur des sciences du langage, hein, puisque je suis quelqu'un qui est un chercheur en sciences de la communication. Donc finalement, peut-être que je traverse des champs qui vous semblent très différents dans leur... Mais donc, en tout cas, cette notion de valeur sémiotique chez Saussure, je l'ai trouvée très intéressante. Hein. Il dit, quelle que soit sa nature plus particulière, la langue, comme les autres sortes de signes, est avant tout un système de valeurs, et cela fixe sa place au phénomène. En effet, toute espèce de valeur, coaccusant d'éléments très différents, n'a sa base que dans le milieu social et la puissance sociale. C'est la collectivité qui est créatrice de la valeur, ce qui signifie qu'elle n'existe pas avant et en dehors d'elle, ni dans ses éléments décomposés, ni chez les individus seuls. Donc, alors voilà, ça a été assez utile dans ce texte précédent et ça le reste aujourd'hui de manipuler cette notion de valeur sémiotique. Et donc, moi, je dirais, si je reformulais Maurice, dans les termes de la sémiotique de la transition coopérative, que une chose n'est un signe, alors je dirais tout simplement, n'a de valeur sémiotique que parce qu'elle est interprétée comme le signe de quelque chose à venir
le fameux désignatum ou référent, dans la conversation entre deux interprètes. Hein, c'est-à-dire deux actants pourront être en position complémentaire dans le programme que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut donc resocialiser, si vous voulez, cette notion de signe, de référent. C'est parce que nous lisons le monde à travers des séquences conversationnelles, si vous voulez, qu'on va attribuer à un moment donné à un artefact une certaine valeur sémiotique parce qu'elle annonce autre chose. Elle annonce une réponse, elle annonce l'engagement, elle annonce de la réalisation, elle annonce l'évaluation. Hein. C'est une idée aussi qui est très présente, c'est Brunner, hein, dont je m'inspire beaucoup. Je ne sais plus quand j'avais prévu de vous en parler. Jérôme Seymour Brunner, qui est un psychologue, un cogniticien repenti d'une certaine façon, c'est-à-dire quelqu'un qui était parti dans les approches un peu computationnelles de l'esprit, puis qui, en travaillant sur les relations mère-enfant, en lisant aussi Grémas d'ailleurs, a développé une approche de sciences cognitives culturalistes, hein, qui pourrait sembler très étrange, mais pas culturaliste au sens particulariste, mais au sens ouvert sur les sciences de la culture, et qui dit finalement l'esprit est complètement structuré par les récits. Ces récits, on les découvre dans les interactions sociales, hein, et donc voilà, c'est toujours cette idée qui nous guide. Il n'y a de phénomène de signification, il n'y a de valeur sémiotique que parce que nous-mêmes, nous avons été forgés dans ce système d'attente réciproque qui naissent dans les interactions. Donc, c'est toujours en référence à la conversation entre des interprètes, donc des actants en position complémentaire, qui peuvent être le même sujet ou qui peuvent être des porte-paroles d'actants collectifs, que la signification se déploie. Et donc, je continue. Alors, cette fameuse prise de connaissance de quelque chose, hein, l'attribution d'une valeur sémiotique à un objet n'est un interprétant transactionnel que si elle est provoquée par un objet dans le cadre d'une séquence transactionnelle ou la séquence d'une conversation intériorisée ou extériorisée socialement dans un domaine d'activité. Hein, donc, là aussi, la notion d'interprétant qui correspond à la notion de pratique ou d'activité, elle va se déployer dans le cadre d'une séquence transactionnelle qui elle-même est inscrite dans la culture, dans l'ensemble des domaines d'activité qui sont les nôtres depuis voilà, se nourrir, se déplacer, aller au cinéma, être confronté à la police. Voilà, hein. De toute façon, toutes ces séquences conversationnelles, toutes ces transactions s'appuient sur ces domaines d'activité qui sont le propre de la culture. Alors, donc voilà, premier effort de reformulation de Maurice. Et maintenant, on va en venir justement à la redéfinition de sa fameuse analyse triadique de la sémiosis, hein, où il dit finalement, on peut d'un côté étudier la relation des signes aux objets auxquels ils sont applicables. Ça, il appelle ça la sémantique. On peut travailler la relation des signes aux interprètes, et ça, il appellera ça pragmatique. Et je ne sais pas pourquoi il appelle ça pragmatique, parce que c'est bon, c'est très restrictif hein, finalement par rapport. Et puis ensuite, la relation des signes aux signes, et ça, il appelle ça syntaxique. Alors, je vous dis tout de suite pourquoi moi, ça me semble tellement bizarre de restreindre. Finalement, ce que lui appelle la dimension pragmatique du langage, c'est pour moi la valeur sémiotique actentielle, c'est-à-dire que la relation des signes aux interprètes, hein, c'est ce qui correspond dans la sémiotique de la transaction coopérative à la subjectivation, c'est le fait qu'effectivement, il y a toute une partie de la signification qui va être liée aux relations que les interprètes, actants individuels et collectifs, ont les uns avec les autres dans le cadre d'un interprétant partagé, d'une activité partagée, qui va correspondre au rôle typifié qu'ils occupent dans une séquence transactionnelle dans un domaine d'activité. Hein, donc, on retrouve cette notion de jeu complexe, d'attente réciproque de l'analyse de la conversation et de l'interactionnisme. Donc, oui, pour moi, ça, c'est voilà, c'est plutôt que de dire ça, c'est pragmatique. Ça, pour moi, c'est la valeur actentielle, c'est-à-dire comment il y a un développement d'actants individuels et collectifs. Et on pourrait, par extension, parler d'un contexte essentiel, qui serait finalement la structure des relations entre les actants, l'appartenance au collectif, les engagements qu'ils ont pris les uns vis-à-vis des autres.
hein. Et c'est déjà une grande partie de la signification que de comprendre ça. Par exemple, si quelqu'un vous dit ramène-moi à manger et que voilà, vous ne tenez pas votre engagement en rentrant le soir, bon, bah, voilà, on peut dire que la valeur actentielle a été très faible. Mais on va voir qu'il y a aussi des enjeux de valeur sémiotique, de valeur sémantique qui sont en fait tout aussi pragmatiques, pour, euh, pour reprendre mon étonnement. Alors, qu'est-ce que ce serait pour moi justement la valeur sémantique? Eh bien, ce serait la valeur des artefacts médiateurs dans une transaction en tant qu'elle établit une relation entre ces artefacts médiateurs et les transformations de certaines facettes du domaine d'activité via les interprétations et les gestes des interprètes, hein. Donc, c'est comment l'expression elle a une valeur sémantique si elle permet une transformation du domaine d'activité à l'aide des interprétations et à l'aide des gestes. Pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, si vous demandez va me chercher un pain au chocolat et que vous ramenez un croissant, bah, peut-être que la valeur actentielle, voilà, c'est OK. Vous avez rempli votre contrat, mais vous vous êtes trompé, hein, vous avez pris un croissant au lieu d'un pain au chocolat. Donc là, on serait dans un défaut de valeur sémantique. Et vous voyez, pour moi, elle est tout autant pragmatique, hein. Je veux dire, c'est pour ça que je suis, enfin, au sens où on pourrait l'entendre en disant le contexte, voilà, extérieur à la langue, tout ça, on parle bien de pain au chocolat et de croissant là. In fine, pour vérifier que oui ou non, voilà, les conditions de félicité ou pas de réussite de cette. Bon. Alors, donc, quand on donne une valeur sémantique, selon un interprétant transactionnel, la première chose qu'on fait, c'est de trouver la valeur sémiotique finalisante, c'est-à-dire l'artefact porteur de valeur et les buts de la transaction, hein. Donc, euh, pareil, on cherche tout de suite les rôles. Quel est le commanditaire, l'entrepreneur, le réalisateur, le bénéficiaire. Puis on cherche aussi tout de suite quels sont les artefacts en présence. Quel est l'artefact qui est porteur de valeur? Quel est celui qui est instrumental? Qui est celui qui correspond à l'engagement, hein. Et on peut faire toute une série d'erreurs, confondre les moyens et les fins, tout ça. Pour moi, ce serait des erreurs sémantiques. Alors, on peut ensuite faire une distinction dans la valeur sémantique à une valeur qui serait propre à des contenus sémiotiques fonctionnant comme des langages, hein, des textes, des films, des images, de la musique. Alors ça, c'est ce que travaillent les sciences du langage, avec les notions d'isotopie, de métaphore, de passage de l'instance au type, etc., etc. On peut aussi l'appliquer la valeur sémantique à des artefacts objets, des meubles, des vêtements, des programmes informatiques, hein. Quand on parle de la sémantique d'un programme, c'est quelle action il fait sur le monde. Bien sûr, la valeur sémantique d'un langage sémiotisé selon un interprétant transactionnel s'appuie sur des interprétations qui sont elles-mêmes liées au genre de discours, hein. Vous savez que la notion de genre, elle va être très importante pour Rastier, et aux transformations artefactuelles qu'il suscite dans un domaine d'activité. Et enfin, il y a deux manières d'analyser finalement la valeur sémantique. Il y a une façon qui est directement en relation avec la transformation du domaine d'activité, qui est pour moi la valeur sémantique externe, qui est la plus importante. Et puis il y a une forme de valeur sémantique interne, euh, qui est étudiée en sciences du langage beaucoup. Hein, c'est-à-dire qu'il y a, si on continue en termes de contexte, il y a un contexte sémantique qui est lié aux actions réelles dans le domaine d'activité, puis il y a un contexte sémantique qui est effectivement lié au fait que dans un récit, il y a un enchaînement d'actions euh, qu'on peut tracer, hein. Et vous savez que bah, toute voilà, la sémantique interprétative, finalement, c'est uniquement des analyses de texte, quoi, hein. Euh, Donc pour moi, en fait, vous comprenez mon étonnement quand je vous dis que mais pourquoi la pragmatique ne concerne que les relations actentielles. Pour moi, la pragmatique, elle est aussi dans la sémantique, enfin, si on a une vision élargie. Et enfin, la troisième, c'est la valeur syntactique, hein, donc les relations entre les parties des artefacts médiateurs. Parce que là, on était un peu dans des fonctions externes, si vous voulez, de la langue par rapport à l'enchaînement du dialogue, par rapport aux actions dans le domaine d'activité. Là, on est plutôt sur des fonctions internes, c'est-à-dire euh, comment vont s'articuler les fragments de textes, de sémiotiques, d'images ou autres,
Et donc, on peut les voir selon différentes perspectives, ces relations argumentatives, de cohérence de genre, de cohérence dans des citations, hein, voilà, la valeur syntactique, c'est ça. Donc, toujours dans mon exemple, un voilier syntactique me semble plus large, bien sûr, enfin, c'est plus large que syntaxique. Alors, je sais pas, chez Maurice, je pense aussi que c'est plus large que simplement la syntaxe. Et donc, dans l'exemple du croissant, hein, on pourrait dire que, voilà, mettons que je demande de ramener un croissant seulement s'il fait beau, parce que sinon, bah, je vais faire autre chose. Bah, que vous ramenez le croissant alors qu'il pleut, hein, donc bon, bien sûr, la valeur sémantique, elle est ratée, mais c'est basé finalement sur le fait que, il y a quelque chose dans la valeur syntactique qui n'a pas été saisi, la relation conditionnelle entre les deux propositions. Et là aussi, on pourra parler d'un contexte syntactique. Et pour moi, essentiellement quand même, les sciences du langage textualiste, Rastier, mais une partie aussi de la sémiotique qui est pratiquée dans l'École de Paris-Limoges, s'intéresse quand même plutôt au contexte syntactique, même si elle introduit un peu de sémantisme. Alors, je vais donc conclure par rapport à mes questions d'origine. Avec deux questions. Alors, une première question auquel je pourrais vraiment pas répondre complètement, mais c'est des pistes de travail, à mon avis, pertinentes pour le séminaire, enfin pour l'objet là que vous avez fixé aussi sur le séminaire autour de l'IA générative, c'est comment est-ce qu'on pourrait évaluer finalement les textes, hein, les pseudo-textes, alors moi, je n'ai pas regardé les pseudo-images, hein, uniquement les pseudo-textes générés par ChatGPT. En utilisant finalement ces nouveaux développements de la STC, par exemple, autour de la valeur actentielle, sémantique ou syntactique. Alors, la première difficulté, c'est que, bon, bah, en fait, c'est très, très flou alors, je me base sur ChatGPT, maintenant, il y a plein d'autres outils, hein. D'abord, le type de tâche auquel pour lequel il est pertinent, c'est des listes assez ouvertes, hein, aide à la rédaction, recherche d'informations, apprentissage, assistante à la programmation, interaction conversationnelle, ludique, on pourrait dire, simulation de personnalité, traduction de texte, génération de contenu. Donc, oui, pour évaluer, c'est difficile, parce que qu'est-ce qu'on évalue comme tâche, comme contexte, mettons qu'on s'intéresse à l'assistance à la rédaction. Là aussi, il n'y a en fait aucun critère d'évaluation. C'est quand même très intéressant de voir que tous ces discours d'escorte ne sont basés sur aucune analyse précise de qu'est-ce que ce serait la performance d'un texte généré par ChatGPT, d'un point de vue justement pragmatique, sémantique, syntactique au sens large, c'est-à-dire en introduisant des critères de rhétorique. Alors, dans beaucoup des présentations qui ont été faites au séminaire, très intéressantes, des orateurs eux-mêmes vont suggérer en fait, des critères d'évaluation, vont suggérer des tests, hein, mais ce qui est fou, c'est que l'industriel lui-même, il n'en fournit aucun, et que toutes les sociétés qui aujourd'hui disent équipez-vous, voilà, bon, ne se soucient absolument pas. Donc, vous voyez à quel point c'est de l'idéologie avant d'être de l'imaginaire, hein. On ne peut pas faire autrement, c'est l'IA, il y a tellement de… Voilà. Maintenant, si on essayait d'en proposer, mais ça ne va pas être dans le cadre de l'assistance à la rédaction en se basant sur la grille là, que je vous ai proposée, et qu'on se posait la question de la valeur actentielle, non pas du dialogue, mais du texte produit. Alors, on pourrait se dire, ça voudrait dire qu'il devrait y avoir une bonne capacité à citer les sources, à contraster les opinions selon l'appartenance des acteurs à différents collectifs, hein, tout ce qui a trait à la subjectivation, tout ce qui a trait aux actants collectifs. Bon, alors, force est de constater qu'aujourd'hui, les LLM, ce n'est pas leur point le plus fort, hein. C'est même très faible, hein, cette capacité à citer, c'est lié à leur façon de générer. Bon. Maintenant, si on regarde la valeur sémantique des textes produits. Alors, en ce qui concerne la sémantique externe, là, elle est tout simplement nulle, puisque ChatGPT n'a pas de capteur, en fait, hein. Donc, il est absolument, voilà, il ne dépend que de l'information que vous lui donnez. Mais je veux dire, voilà, il ne peut pas percevoir, il ne peut pas entendre, il ne peut pas voir, il ne peut pas… un robot, ce serait un peu différent, hein, parce qu'un robot, il pourrait, avec un capteur, voir qu'une petite partie de l'environnement, voilà. Mais pour la valeur sémantique externe, elle est nulle aujourd'hui. Par contre, la valeur sémantique interne, c'est-à-dire des coréférences dans un texte, qui évoquent des associations entre des séquences,
la mobilisation de certains genres, elle peut être intéressante dans certains cas. Hein, donc, il manipule assez bien les genres, quoi. Mais encore une fois, pour moi, on est à cheval, quand on dit sémantique interne, on est à cheval avec la valeur syntactique. Hein, on n'est pas vraiment dans… Alors, la valeur syntactique à proprement parler, si on la décompose en tout ce qui est de l'ordre du raisonnement, de l'argumentation, de la rhétorique, et ce qui est de l'ordre de la syntaxe, elle n'est pas si mauvaise du point de vue du raisonnement. Bon, enfin, elle est pas, bon, elle est pas très forte. On peut le piéger, hein, si vous voulez. Mais voilà, il s'en sort. Et il s'en sort d'autant mieux quand vous lui donnez d'abord un ensemble de données restreints. C'est-à-dire, si vous lui racontez une histoire, vous lui donnez des personnages avec des relations de parenté, vous lui posez des questions, bah, il va être assez bon parce que là, c'est un ensemble voilà, qui est maîtrisé par rapport à… Si vous l'interrogez de façon générale, il y a souvent beaucoup d'erreurs. Et là où il est vraiment excellent, c'est bien sûr la syntaxe écrite. Hein. Donc là, là c'est vraiment les progrès extraordinaires de la sémantique distributionnelle qui, en fait, pour moi, donc, voilà, sont les progrès de nature syntaxique. Voilà, ça, c'est une tentative. Mais encore une fois, il n'y a aucun critère d'évaluation. Finalement, il semble que ça n'intéresse absolument personne du point de vue des industriels, des entreprises, des organisations, que de définir ces critères. Ce n'est pas un mystère, mais c'est comme ça. Et maintenant, dernier point, pour revenir sur comment finalement ce détour par les développements de la sémiotique des transactions coopératives nous permettent de discuter la question de la performativité. Vous voyez, mon idée, c'est quand même que si on s'en tient uniquement à des approches textualistes des sciences du langage, on n'a pas de quoi complètement détruire les prétentions, si vous voulez, à l'intelligence des générateurs de texte. Hein. Plus on a des approches de la communication ou de l'activité qui sont textualistes, plus finalement on peut donner prise à des fantasmes de remplacement de l'humain par des générateurs de texte, ce qui est finalement assez logique. Plus on est textualiste, plus on dévalorise le quotidien. Des situations voilà, qui sont vécues, dans lesquelles on est plongé, dont aucun texte ne rend compte. Hein. Il y a bien sûr, on peut voir des bouts de films, on a des bouts de conversation, mais à la base, c'est Schultz qui disait ça. Voilà, je ne sais plus son expression, mais enfin, c'est des choses qui vont de soi. On ne les dit pas. C'est des implicites anthropologiques. On est plongé dans toute une série de situations. Et finalement, c'est ce qui a probablement le plus de valeur, quoi. Donc, c'est important finalement d'avoir des théories sémiotiques en sciences du langage pour nous, chercheurs en sciences de la communication, qui sont intéressés par l'enjeu des transformations organisationnelles, des transformations économiques, d'avoir des théories qui intègrent les dimensions extra-textuelles, qui permettent de rendre compte, pas simplement des raisonnements un peu confinés, hein, pour reboucler ce que je vous disais au début, mais de la pensée à proprement parler. Et voilà. Et voilà. J'en ai fini. Merci. Merci beaucoup, Manuel. Moi, j'aurais juste une petite question très, très banale. Il y a une autre peut-être un peu plus large, pas très claire pour moi non plus. La première, c'est que je me demande si tout ce que tu appelles la transaction coopérative n'était pas déjà à l'origine de la sémiotique, de la narrativité sémiotique. Par exemple, quand tu parles de ce que tu appelles l'engagement, qui serait l'équivalent de la c'est déjà un moment de transaction entre les sujets qui, justement, qui négocient la valeur de ce qui va être en jeu par la suite de leur activité. Donc, de ce point de vue-là, il n'était pas déjà dialogiste, disons, la sémiotique narrative. Ça, c'est la petite question. La deuxième, me semble un peu plus importante. Quand tu parles de la question du échapper, ce que tu appelles la logique textualiste, je me demandais, quand au début tu parlais de la différence entre raisonnement et pensée, le raisonnement, si j'ai bien compris, on avait l'impression d'une sorte de performance définie par l'efficacité. Et donc, je me demandais si ce que tu appelles la pensée, qui serait justement extra-textualiste, holistique, etc.,
contextualiste, vous l'appelez, peut-être, ne serait pas tout simplement défini par ce qu'on pourrait appeler une sorte de logique de l'efficience. Et donc de l'efficience qui prend en considération quelque chose qui n'est pas extratextuel, mais qui serait, disons, quelque chose de l'ordre comme une sorte les valeurs des valeurs en jeu, les effets collatéraux des valeurs en jeu. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec ce deuxième point. Alors, sur le premier, si tu veux, c'est toute une réflexion qu'on essaye d'avoir d'ailleurs avec Eleni Mouratidou dans le laboratoire aujourd'hui pour essayer de travailler les différentes manières dont on recourt à la sémiotique, tu vois, et notamment on avait essayé d'opposer justement une approche de recours à la sémiotique textuelle versus ontologie. C'est-à-dire que quand la plupart des gens en sciences du langage, tu vois, font des… Je vais vous le dire avec une métaphore qui m'est venue, enfin, pas une métaphore, mais enfin, une idée là qui m'est venue. Quand on lit les bouquins en sémiotique de Limoges ou autre, à la fin, pour un peu étayer le fait qu'on a fait une percée, on va prendre un texte littéraire. Tu vois. C'est comme si, tu sais, en France, on a les cours de français, par exemple les cours de SES, sciences économiques et sociales. Moi, il faut bien comprendre que je suis en SES. En fait, je suis en communication, je regrette. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire de la littérature et d'éclairer l'analyse des textes. C'est de me dire, finalement, dans ces analyses des transactions, je peux rendre compte des phénomènes communicationnels, des phénomènes organisationnels, des phénomènes de production de la culture, mais de façon tangible, et pas des textes simplement. C'est-à-dire que, euh, bien sûr, dans les récits, tu vois, qui sont analysés par la structure il y a des dialogues, il y a des rencontres, il y a des… Mais il n'y a pas, pour les mettre à l'épreuve, pour les, tu vois, de confrontation avec des analyses qui viendraient d'autres sciences humaines, etc. Et c'est ça qu'on essaye de faire dans la SPC. Et du coup, ben, on se rend compte qu'il y a plein d'autres apports en sciences du langage, par exemple, tu vois, l'analyse de la conversation qu'on évoquait, ou voilà, sciences de la communication, qui sont très utiles et que, en permanence, la question de la valeur sémiotique, elle est dans la relation entre des fragments de langage et puis des fragments d'action, et qu'il faut être capable tu vois, de capturer ces fragments d'action. Et la capture des fragments d'action, je dis ça par Enzo parce qu'on avait cette discussion déjà à Liège, où il me disait, mais Emmanuel, en fait, un chercheur en sciences humaines et sociales, il va documenter tout le temps. Donc, dans le fond, on ramène tout à des textes. Ça, c'était oui, Enzo qui m'avait dit ça. Et ça aussi, ça me semble, enfin, tu suis mon raisonnement. Voilà. Ça me semble pas une très très bonne réponse. C'est vraiment une réponse de gens qui aiment faire du français, qui croient que, in fine, tout est dans les textes. Parce que moi, j'ai envie de dire à Enzo, je te réponds avec beaucoup de moi, tu vois, la science elle-même, c'est pas une affaire seulement de texte. La science, c'est une affaire de changer des pratiques sociales pour les rendre, pour améliorer la santé, la démocratie. Si tu veux, les textes sont des prétextes ça c'est très pragmatiste, hein, si tu veux, à l'amélioration, tu vois, de toute une série de conditions. Alors, on a des bouts de texte, on a des bouts de… Mais je veux dire, c'est bien évident qu'on est d'abord dans des situations quotidiennes, professionnelles, tu vois, et que, de mon point de vue de chercheur en sciences de la communication, si tu veux, j'ai absolument besoin oui, d'utiliser, parce que alors ça c'est aussi un autre développement qu'on fait, c'est-à-dire que comme moi je suis très brunérien, je considère que nous, même en tant que chercheurs en sciences humaines et sociales, pour lire le monde, on ne peut pas faire autrement quelque part, tu vois, que d'emprunter au récit, à notre compréhension des conversations. C'est-à-dire que le chercheur lui-même, mais c'est pas parce que tu vois, donc le chercheur développe s'inspire finalement des travaux de langage. C'est pour ça qu'on a besoin de vos apports pour développer des métasémiotiques, mais il est tout à fait conscient que le réel qu'il analyse n'est pas du tout dans les textes. Tu vois, donc, c'est ça. Et maintenant, sinon, pour te donner… sur le deuxième point, je suis assez d'accord avec toi. On pourrait effectivement travailler raisonnement et pensée avec efficacité et efficience. Hein, c'est une façon, mais une efficience vraiment élargie. Mais juste
pour revenir à ta première réponse, en fait, le problème se trouve dans la définition de ce qu'on entend par un texte. Parce que finalement, en sémiotique, quand on parle de texte, on ne parle du croix, on ne parle pas du texte dont il parle. Parce que quand on travaille, justement, on réduit toutes les situations, par exemple, celle-là, on ne la réduit pas en texte. Et quand les gens qui travaillent sur les objets, sur l'espace, ne pensent pas l'espace et les textes et le sujet comme des textes, en le sens qui sont transcrits dans un texte. Au fond, c'est peut-être le problème, c'est la définition du concept de texte, mais peut-être que cette question reviendra par la suite. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'Emmanuel te dit sur l'impossibilité de considérer que dans la narrativité grémacienne, il y avait déjà un esprit dialogique, disons, parce que malheureusement, c'était vraiment une question d'acte textualisé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par texte? C'est aussi, moi j'ai 3 ou 4 questions, mais je vais être très rapide et je vais tout de suite comment dire, revenir un peu sur la question de Juan, parce qu'évidemment, ça nous intéresse, c'est au centre de la critique au textualisme. Moi, je suis aussi quelqu'un qui critique le textualisme. Donc, en ce sens, nous sommes d'accord. Mais justement, qu'est-ce qu'on entend par texte? Moi, dans ma définition, le texte, ce n'est pas quelque chose ni de littéraire, ni une image, ni etc., mais c'est quelque chose de figé sur un support, qui donne une permanence. Donc, support et durabilité. Ça, pour moi, c'est un texte. Alors, évidemment, il y a eu quand même un gros changement épistémologique dans la sémiotique post-grémacienne. C'est, par exemple, la sémiotique de pratique. On en parlait l'autre jour. C'est une sémiotique de pratique qui a construit des outils qui ont été, malheureusement, encore une fois, utilisés sur la littérature. Mais ce sont des méthodes, ce sont des instruments qui peuvent être utilisés pour la conversation. Parce qu'effectivement, il y a tous les problèmes de l'improvisation et de l'ajustement en cours. Donc, évidemment, ces instruments-là sont utiles pour nous occuper des conversations. Les conversations au sens vraiment large, hein, ce n'est pas seulement la conversation dialogique dont tu parles. D'ailleurs, j'ai une question sur la question des conversations. Alors, moi, je te suis et je te comprends quand tu plaides pour cette approche-là. En même temps, je me dis, les spécialistes de la conversation, ça peut être les ethnométhodologues, ça peut être les linguistes de la conversation, on en a parlé, c'est qu'on fait à l'ICAR. Il y a ici quelqu'un qui travaille à l'ICAR. On peut parler aussi de la linguistique, de l'anthropologie linguistique américaine, dont on a là-bas un des éminents, c'est Kostas Nakassis. Le problème, quand on étudie les conversations, les pratiques, etc., c'est toujours d'étudier aussi la sédimentation, la mémoire et la protension vers le futur. Dans ton intervention, je n'ai pas entendu ce problème-là, que c'est un problème important, très important, parce que sinon, on est dans le présentialisme, dans le présentisme de la pratique en acte, de la conversation, etc. Qu'est-ce qu'on fait de la sédimentation des pratiques? Évidemment, les pragmatistes s'en sont occupés, pensons à Peirce, qu'on connaît mieux que d'autres, et évidemment, dans la théorie de la praxis énonciative, il y a le problème de la virtualisation et puis de la potentialisation aussi, de comment on sédimente, et comment, avant de sédimenter, il faut attendre, on garde en suspens des formules qui peuvent ou bien disparaître ou peuvent, par contre, se sédimenter. Donc, ça me paraît problématique dans ce que tu dis, problème de la rétention, protention, mémoire, habitus, sédimentation, etc. Ça, puis j'aurais voulu bien sûr que tu nous dises ce que tu entends par textualisme, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de monde qui peut se considérer textualiste, textualiste de la première heure, je veux dire, grématien. Même Rastier, je ne le considérerais pas vraiment un textualiste si on considère qu'il s'occupe des statuts sociaux, si on considère qu'il s'occupe de circulation des textes. À travers la langue, à travers les textes toujours. En travaillant les textes, mais en travaillant. Je vais te répondre. Ouais, peu importe. Peu importe pour Rastier, mais bon, je te laisse la parole.
Non, mais merci. Donc, alors, 2 points. Sur la question de la sémiotique des pratiques et la question, par exemple, du fait que tous les sémiologues ne travaillent pas que sur des textes, mais aussi sur des objets ou autres. Pour moi, comment dire, le critère d'évaluation entre ce que j'appelle, il faudrait le redéfinir, hein, la tendance textualiste, disons, hein, il y a une tendance, c'est est-ce que j'ai besoin dans mes analyses de faire ou non référence à d'autres disciplines des sciences humaines et sociales, tu vois. Et je constate que la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Tu vois, par exemple, quand Jacques fait de très belles analyses à un moment donné de l'espace du bon, bah, il ne fait pas appel à des résultats de sociologie, à des résultats d'urbanisme. Alors, on ne peut pas tout faire, hein, tu vois, mais donc, alors, soit vous dites que les sciences du langage, c'est aussi les sciences des objets, ouais, que du coup, enfin, de la dimension voilà, sémiotique. Donc, vous élargissez votre. Mais sinon, tu vois, c'est cette difficulté à coopérer. Moi, nous, on avait un gros problème avec, pendant longtemps avec des économistes. Tu sais, ils pensent que c'est la science qui est supérieure à toutes les autres. Voilà. Et donc, on leur dit non, 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 voilà, vous êtes au même niveau que les sociologues et les psychologues. Voilà, si tu veux, il y a un peu ce problème de la posture surplombante tu vois. Bon. Donc, ça, c'est un élément de réponse. Il n'est peut-être pas complètement satisfaisant. Mais tu vois, voilà, quoi, il est pragmatique dans le sens trivial du terme. C'est-à-dire, est-ce que, alors, ensuite, sur la question de la sédimentation, si tu veux, j'ai oublié de vous dire que, à la base, pourquoi je parle de transaction et pas d'interaction, c'est précisément parce que dans l'interactionnisme, il y avait cette difficulté en partie, tu vois, à capturer la sédimentation que moi, je suis, tu sais, avant d'être, enfin, tout autant, bah, je suis un spécialiste donc, de la théorie du document. Donc, et donc, la différence entre interaction et transaction, c'est que les transactions, elles vont avoir elles transforment la structure des actants, de l'environnement et de l'actant, et puis que, euh, comme je vous l'ai dit tout de suite, il est question de penser le synchrone aussi bien que l'asynchrone, donc le présentiel aussi bien que tu vois, le non présentiel. Et donc, c'est vraiment tout mon effort de ne pas, moi je le dis dans le cadre de mon champ disciplinaire, de ne pas séparer les sciences de la communication des sciences de l'information. Nous, on a une discipline où on a à la fois les bibliothécaires et puis les journalistes et les gens qui font de la com. Donc voilà, on considère que justement, il faut arriver à connecter ces cultures. Donc moi, j'ai aucune. Voilà, on pourrait prolonger, mais. Merci beaucoup. Alors, il y a une question de Jacques. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre dans la salle, mais évidemment. Alors, Jacques et ensuite Enzo, et ensuite peut-être on arrête. Jacques, c'est à toi. Trop bien. Oui, je n'avais pas l'intention d'intervenir, du moins pas tout de suite, mais là quand même sur la question du textualisme et de la textualité, je ne vais pas me retenir plus longtemps. Il y a des sémioticiens, et j'en suis, qui ont proposé de concevoir à l'intérieur de la sémiotique un ensemble de configurations pertinentes parmi lesquelles on trouve le texte, parmi lesquelles on trouve les pratiques, parmi lesquelles on trouve le signe, etc. etc. Je ne vais pas reprendre ce que tout le monde connaît déjà, mais les sémioticiens, selon les objectifs d'analyse qu'ils se donnent, peuvent choisir la configuration qu'on appelle objet, la configuration qu'on appelle forme de vie, la configuration qu'on appelle texte, sans que un jour quelqu'un leur reproche d'avoir travaillé sur des textes, même si ailleurs ils ont travaillé sur autre chose. Voilà. C'est un peu énervant, je dirais. Voilà. Mais je ne suis pas énervé. Et quand on dit que je m'occupe de choses alors ça c'est personnel, ça, je l'ai entendu tout à l'heure, sans utiliser, sans échanger des résultats venant d'autres disciplines, là je suis assis, donc ça va, je ne tombe pas. Mais tout de même, la sémiotique des pratiques contient un chapitre qu'on m'a souvent reproché parce que ce n'était pas de la sémiotique, entièrement consacré à Bourdieu. Donc, c'est peut-être pas le bon sociologue, je suis d'accord. Il ne convient peut-être pas à l'information-communication. Non, mais en tout cas, alors, je crois que c'est un mauvais procès et qui, en plus, masque le vrai problème parce qu'il y a un textualisme qui repose sur des simples questions de cohésion de surface et de co-occurrence
des unités indépendamment de leur signification, et on ne peut pas faire ce reproche, enfin, on ne peut pas à la sémiotique, inspirée de la sémantique structurale, faire le reproche de ne pas s'intéresser à autre chose que des concaténations d'expressions, comme c'est le cas dans la linguistique textuelle d'une certaine période. Alors, maintenant, il y a un point sur lequel je suis entièrement en phase avec toi, c'est ton introduction. À savoir, nous sommes en train, sans peut-être nous en rendre compte, parfois en nous en rendant compte, ou en tout cas avec des difficultés à ne pas y participer, en train de participer à un vaste discours sur l'intelligence artificielle qui est pratiquement entièrement piloté par les grands groupes producteurs des systèmes. Et il y a une anecdote qui date de la semaine dernière. Vous avez sans doute dû voir ou entendu, je ne sais pas, que ChatGPT avait complètement déconné. Excusez-moi, enfin, on peut le dire autrement, mais en tout cas que pendant toute une journée, il produisait des concaténations absurdes, mais pas absurdes dans le sens de la sémantique de l'absurde ou dans un sens surréaliste. Non, des choses qui étaient totalement ininterprétables et qui n'avaient ni queue ni tête. Bon. Il y a eu des captures d'écran qui ont circulé et j'ai pu voir effectivement que ça n'avait ni queue ni tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Communiqué du patron d'OpenAI. Littéralement, qu'a-t-il dit? Attention, il ne faut surtout pas oublier que ChatGPT ne sait pas ce qu'il fait et qu'il ne comprend pas ce qu'il produit. Autrement dit, le discours ambiant sur l'intelligence artificielle en général est effectivement piloté par les patrons en question, mais ils sortent des propriétés ou des jugements selon ce qui les arrange en termes de, de positionnement industriel dans la concurrence mondiale. Donc, on a bien vu, en quelque sorte, pour reprendre une image que tu as utilisée tout à l'heure, que là, le maître du chien était sorti de l'ombre. Et il a repris les rênes et il a dit ce qu'il fallait penser du comportement du chien. Mais on n'a jamais su, je ne sais pas si on le saura un jour, pourquoi ChatGPT avait commencé à débloquer complètement, et on n'a jamais su, encore moins, comment ils ont fait pour le réparer dans la fin de la journée. Voilà. Donc, moi, je pense que les sémioticiens, comme d'autres spécialistes de ces questions-là, ou qui veulent le devenir, ont intérêt à prendre des positions, voire des bonnes distances avec ce discours. Alors, est-il idéologique? C'est peut-être presque lui faire, je dirais, trop dommage. Enfin, en tout cas, ce discours de positionnement industriel et de métaphysique du positionnement industriel qui est en quelque sorte développé par les grands groupes et auquel beaucoup de gens qui en tirent beaucoup de prestance et de gratification contribuent dans les différentes sciences humaines actuellement. Bon, ce serait tout un débat, j'ai sans doute, je ne l'ai pas vraiment préparé, mais pour donner des pistes qui pourraient ouvrir ce débat, moi je pense que tu sais, dans la science, c'est des affaires de communauté. Hein, chacun appartient à sa communauté, définit ses objets. Pour moi, il y a la communauté des sciences du langage, il y a la communauté des psychologues, des communicants, des politiciens, des gestionnaires, voilà. Donc, la question de la pratique, elle est éminemment pluridisciplinaire. Et il faut montrer comment on arrive à coopérer sur cette question de l'étude de l'activité à une échelle à définir, hein, ce n'est pas pareil de travailler sur de l'ici et maintenant, d'une interaction ou d'une organisation, voilà. Il faut voir comment on arrive à coopérer, comment on développe des méthodologies communes. Moi, je vois une très grande ouverture dans vos réflexions. Je n'ai pas encore tout à fait vu ces éléments méthodologiques. Parce que pour moi, la critique du textualisme, hein, elle n'est pas que pour les sciences du langage. Encore une fois, je ne sais pas si c'est le bon terme, hein, mais nous, on voit en sciences de la communication, mais il y a aussi en sociologie,
des gens qui nous disent, mais pour analyser une organisation, il n'y a qu'à travailler sur les sites web de cette organisation et on saura tout. Hein, je veux dire, donc vous n'êtes pas les… C'est une critique plus large, quoi, hein, d'arriver à définir des méthodologies qui soient réellement en prise avec, et là encore une fois, de façon pluridisciplinaire, avec toutes les facettes de l'activité, toutes ces dimensions. Mais je te propose d'avoir un débat, une autre occasion, parce que là, ça serait trop long. Donc, je comprends que tu sois sur tes positions, je reste sur les miennes, et je crois que ce sera un débat très riche pour la suite. Dernière question, Enzo, rapide. Toi et rapide, je peux me permettre. Oui. Voilà, ma question est liée au fait que quelle pourrait être la méthodologie de l'approche de cette typologie? C'est-à-dire que, d'une part, il me semble qu'il s'agit justement d'essayer de mettre ensemble plusieurs approches. Moi, j'aime bien ce côté bricolage. Je pense qu'en tant que sélectionnaire, on est un peu des bricoleurs. Et de l'autre côté, il y a aussi des méthodologies de terrain. Et donc, je me demande, par exemple, au niveau des méthodologies, question peut-être très, très bête, s'il y a des systèmes de notation, par exemple, s'il y a des systèmes de notation des conversations, étant donné qu'il s'agit d'un paradigme qui est basé sur les conversations, sur comment enregistrer ou comment analyser ensuite le déplacement dans l'espace, quand un acteur se divise et devient deux acteurs, par exemple des collectifs. Donc, je suis un peu curieux par rapport à une méthodologie. Alors, ouais, je comprends. Donc, c'est tout un débat, hein, tu vois. Mais c'est vrai que pendant un moment, il y avait dans les sciences sociales, tu vois, cette idée que, enfin, si tu utilises ce terme, alors tu dois utiliser absolument ma méthodologie, tu vois. Bon, voilà. Moi, je cherche vraiment à faire d'abord un effort théorique en puisant, tu vois. Et nos méthodologies sont hyper éclectiques. Moi, par exemple, j'ai développé une méthodologie que j'appelle recherche-intervention par le co-design, dans lequel on fait produire de manière délibérée à des acteurs des productions de différentes natures et on les analyse. Il y a toute une série de choses qui vont se passer avant, après, tout ça qu'on n'a pas documenté, tu vois. Mais voilà, on a négocié un cadre interventionnel et c'est comme ça qu'on a conduit notre recherche. Enfin, tu vois, pour te dire que moi, je pense aussi qu'aujourd'hui, on a un gros problème de manque d'imagination méthodologique dans les sciences humaines et sociales, en fait. Hein. Et tu vois, on est toujours rabattu à des espèces de trucs un peu… voilà, tu fais de l'analyse conversationnelle, alors il faut que tu fasses ta retranscription avec les pairs de… Mais si tu as une échelle complètement différente, tu vas perdre un temps énorme à faire ce genre de choses, ça ne va rien t'apporter. Alors que d'abord, c'est peut-être quelque chose qui est… Enfin, il y a des allants de soi, tu vois, probablement dans certaines situations, il vaut mieux prendre acte de… Voilà, mais donc, pareil, hein, à suivre comme échange. Merci.